Bonjour à vous, je suis de retour avec un nouveau bilan, cette fois pour le littératon féminin organisé par Antastasia en août. Donc au départ, j'avais pas prévu de participer au littératon, j'avais d'autres lectures de prévues et en fait j'arrivais pas à les lire. Et je me suis rendu compte que en fait le premier livre du coup que j'ai lu en août correspondait parfaitement au littératon parce qu'il rentrait dans 3 des catégories qui étaient proposées par Antastasia et que en plus c'était l'occasion de sortir des livres que j'avais du mal à mettre à lire. Notamment j'en parlerai pour le livre de poésie, c'est surtout celui-là qui m'a un peu convaincue de participer au littératon. Et en fait, voilà, me poser la question de quel livre j'avais dans ma bibliothèque euh, qui pouvait rentrer dans les catégories, ça m'a fait lire en fait des livres que j'avais pas prévu de lire à ce moment-là. Et c'était très bien en fait, j'ai vraiment eu un très très bon mois de lecture. Donc c'était super, voilà. Et on commence donc avec le premier livre qui, comme je disais, rentrait dans 3 catégories et m'a plus ou moins convaincue de participer au littératon. Donc c'est Zuleira ouvre les yeux de Gouzel Yarina. Donc aux éditions Libretto, je cachais avec la main donc vous voyez peut-être pas. Donc ils font des très bons livres de poche, enfin, j'aime beaucoup, c'est très agréable à lire. Et en général c'est des très bons livres. Zuleira ouvre les yeux, du coup rentrer dans les 3 catégories de tête, autrice étrangère, lecture d'une autrice qu'on n'a jamais lue, et plus de 300 pages. Donc ça cochait, je crois, 3 sur 5, puisqu'il y avait 5 catégories de tête. Et c'était une excellente lecture, j'ai adoré. Je m'attendais à aimer, ça fait un livre que j'avais repéré il y a très longtemps, que j'arrivais pas à trouver en bibliothèque, donc j'ai fini par l'acheter. Et aucun regret. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Zuleira, qui est une jeune femme tatare, qui vit donc dans les années 30 en URSS. Elle a 30 ans au moment où l'histoire commence, et en fait, donc elle fait partie de cette culture tatare, qui sont en fait, ils sont du côté de l'Oural en gros. Il y en a ailleurs, mais elle est du côté de l'Oural. Et ils sont musulmans. La révolution est arrivée jusqu'à eux avec des conséquences très négatives parce que notamment on sait qu'ils ont déjà vécu au moins une famine. Mais en dehors de ça, leur culture a assez peu été affectée. Politiquement, il y a eu beaucoup d'impact, mais sur la culture, pas tant que ça. Donc ce qui est intéressant déjà, c'est que on découvre cette culture avec toutes leurs traditions, leurs superstitions. Aussi, on découvre à travers l'histoire de cette femme. Donc il faut savoir que pour les femmes, c'était quand même pas, c'était quand même très difficile parce que c'était des mariages arrangés quand elles sont assez jeunes. Elles sont, comme dans beaucoup de cultures asiatiques d'ailleurs, plus ou moins mises au service de leur belle-mère, donc la mère de leur époux. Elles sont censées faire des enfants, elles sont censées entretenir la maison, elles ont assez peu de liberté, assez peu d'éducation. Zuleira je crois n'a pas du tout été à l'école, je ne pense même pas qu'elle sache lire et écrire. Voilà, et donc il y a ce personnage qui en fait est présenté, qui est une femme qui se voit elle-même comme assez faible, qui ne se révolte pas contre ce que lui font subir son mari et sa belle-mère. Sa belle-mère qui elle est un personnage féminin très fort, très autoritaire et assez horrible avec elle. Et ensuite tout bascule, donc dans cette vie qui est déjà assez dure, quand elle va être déportée parce qu'elle va être mise sur une liste de koulaks. Donc les koulaks étant censés être des propriétaires terriens assez riches. Et il y a eu donc la dékoulakisation où beaucoup ont été, on leur a confisqué leurs biens, il y a eu beaucoup de réquisitions et énormément ont été déportés. Et donc elle est déportée en Sibérie. Et donc ça c'est dans un deuxième temps.
Et on a donc du coup cette déportation, enfin, l'emprisonnement, la déportation, notamment en train. Et d'autres personnages vont donc être introduits au fur et à mesure donc, de ce voyage vers l'Est. Et donc quand elle arrive en Sibérie. C'était vraiment très très bien écrit. Je trouve que l'écriture de Ghazali Harina elle est vraiment très visuelle, on voit les scènes qu'elle nous décrit, il y a des scènes qui sont extrêmement marquantes, c'est presque comme dans un film, on le voit, ça nous marque. J'ai encore des images en tête là actuellement. Et c'est un personnage qui est vraiment très attachant, qui est à la fois très fragile mais aussi très forte, que quand même résister dans survivre à des circonstances extrêmement dures. J'ai été pas mal surprise par la découverte de cette culture que je ne connaissais pas du tout, mais aussi par la déportation, parce que je connaissais un peu les goulags. Mais là en fait c'est un peu différent parce que ils ne sont pas réellement emprisonnés quand ils sont. Enfin évidemment ils sont emprisonnés, mais une fois qu'ils sont déportés en Sibérie, il n'y a pas vraiment il y a pas de mirador, de barbelés, de baraques, ils sont vraiment débarqués dans un endroit où il faut tout construire. Et en fait s'ils ne peuvent pas partir, c'est parce qu'ils sont en plein milieu de la taïga, à des centaines de kilomètres de tout. Donc, du coup, ils ne peuvent tout simplement pas partir. En plus, ils sont déjà affaiblis par des conditions de détention et de déportation qui sont assez difficiles. Et donc, on est dans les années 30. Des années évidemment très difficiles en URSS. Et on s'approche doucement de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je n'en dis pas plus. J'ai l'impression que j'en ai déjà dit beaucoup. C'est un excellent livre. J'avais jamais lu Ghazali Harina. Du coup, je pense que je vais lire ces deux autres livres qui sont publiés en français. Il y a Les Enfants de la Volga et il y en a un qui vient d'être publié, je crois, Convoi pour Samarcande. Je crois qu'il sortait en septembre. Voilà, j'ai vraiment envie de découvrir tout ce qu'elle a écrit. C'était vraiment passionnant, j'ai adoré. Évidemment, c'était une lecture quand même où on en sort un peu déprimé, j'ai envie de dire. Pas que ce soit hyper désespérant, je trouve que c'est aussi ça qui est très bien, c'est que la façon dont c'est écrit, on n'est vraiment pas dans la dépression totale. Mais ça reste une lecture assez pesante par moment. Et j'ai enchaîné donc avec la poésie. Alors c'est ce recueil de Alejandra Pizarnik, donc Arbre de Diane, que j'avais dans ma bibliothèque depuis très longtemps. Parce qu'en fait, Alejandra Pizarnik, c'est ma poétesse préférée. C'est elle qui m'a fait aimer la poésie, en fait, tout simplement. À un moment, je m'étais dit que voilà, j'avais envie de lire un peu de poésie, d'essayer. Parce que j'avais toujours dit que la poésie, c'était pas mon truc, mais en même temps, j'en lisais pas, donc qu'est-ce que j'en savais si c'était pas mon truc. Et voilà, de temps en temps, je lisais un poème, c'était pas forcément, voilà, ça me plaisait pas, mais ça me marquait pas. Et j'ai lu Alejandra Pizarnik, et là, ça a été vraiment la révélation. Je me suis rendu compte de ce que pouvait faire la poésie, pour moi en tout cas, que vraiment ça pouvait me faire ressentir des choses que même les romans ne sont pas capables de me faire ressentir. C'était vraiment une expérience. Mais du coup, ça faisait un moment que je n'avais pas lu Alejandra Pizarnik et que je n'avais toujours pas lu Arbre de Diane parce que petit à petit, j'approche du moment où il n'y aura plus rien d'elle qui me reste à lire. Donc je repoussais et j'avais peur aussi. Je sais pas si ça vous fait ça des fois, mais quand vous avez adoré une autrice, une poétesse, un auteur, peu importe, des fois vous avez presque peur de prendre le livre suivant parce que vous avez peur d'être déçu. Et moi c'est le cas parce que j'adore Alejandra Pizarnik, mais tous ces recueils me plaisent pas autant les uns que les autres, il y en a qui me parlent plus que d'autres. Et donc j'avais toujours un peu cette peur d'être déçue, et plus je prends du temps pour lire le livre suivant, et plus j'appréhende le moment de lire. Là, alors c'est les éditions Upsilon, et je veux quand même le dire, ils font, là pour Alejandra Pizarnik, je peux pas parler de leurs autres livres, le travail de traduction est superbe. L'édition est aussi magnifique.
J'adore cette couleur. Je sais pas ce que ça va rendre à l'écran, mais j'adore cette couleur. Et là, je m'attendais à beaucoup aimer parce qu'on est sur des poèmes courts. Voilà. Et moi, c'est les poèmes qui me plaisent le plus d'elle. C'est ces poèmes qui sont très courts, très condensés, quelques lignes. Et pour moi, voilà, ça marche super bien. Je vais juste vous lire le premier parce que c'est difficile de parler de poésie. Et peut-être qu'un jour, je me lancerai dans une vidéo dédiée à Leandra Pizarnik, si j'en ai le courage, si je m'en sens capable. Parce que c'est toujours difficile de parler de ce qu'on aime le plus. Mais voilà, donc elle a une poésie qui est vraiment très courte, qui a des images très percutantes et qui est aussi très abstraite. Donc il n'y a pas forcément un sens facilement devinable. Alors je lis juste le premier pour vous donner un peu une idée de sa poésie. J'ai sauté de moi jusqu'à l'aube, j'ai laissé mon corps près de la lumière et j'ai chanté la tristesse de ce qui naît. Donc, 3 lignes. J'adore. On s'arrête là pour Leandra Pizarnik. Donc je l'ai lu vraiment juste après avoir lu Zuleika ouvre les yeux. Donc j'ai vraiment dans un état d'esprit un peu particulier et j'ai replongé dedans. C'était génial. Ça a refait exactement ce que ça avait fait pour mon préféré de ces recueils qui s'appelle Les Travaux et les Nuits. Ouais, c'est ça, Les Travaux et les Nuits. Et ensuite, je suis passée à un autre roman. Alors je ne sais plus lequel c'était que j'ai lu ensuite. J'en ai deux là, je ne sais plus lequel j'avais lu après. Ok, on va commencer par celui-là. Donc, Les rêves d'Anna de Silvia Ricci, je crois. Lempen. Pas du tout sur la prononciation. C'est une autrice italo-suisse dont je n'avais absolument jamais entendu parler. J'ai acheté ce livre-là d'occasion en Suisse, justement, cet été, parce que voilà, la 4e de couverture m'avait rendue curieuse, et vu qu'il était d'occasion, pourquoi pas. Et c'est donc l'histoire de 5 jeunes femmes. Et leurs histoires sont toutes les unes reliées aux autres parce que ça se passe donc au XXe siècle. Ça commence, je crois, dans les années 2010, 2012 peut-être. Oui, 2012. Et en fait, à chaque fois, il y a l'histoire, donc sur un chapitre, l'histoire d'une jeune femme. Et dans son histoire, à un moment, elle est en contact avec une femme plus âgée pour une raison ou une autre. Et en fait, c'est une de ces femmes dont on va avoir l'histoire dans le chapitre suivant. Et donc on remonte à chaque fois, puisque vu qu'on remonte à leur jeunesse, on remonte jusqu'au début du XXe siècle. Donc j'ai beaucoup aimé le principe. Elles sont pas, c'est pas des histoires, c'est pas une saga familiale parce qu'elles sont pas reliées par des liens familiaux, mais elles sont toutes liées les unes aux autres. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que du coup à chaque chapitre on se demande, des fois c'est évident, des fois moins, mais à chaque fois on se demande donc de quelle femme on va nous raconter l'histoire ensuite. C'est du coup ça a été une très bonne surprise. Oui, donc c'était une autrice que je n'ai jamais lue non plus. Donc ça a été vraiment... ça, je crois que je l'avais du coup mis dans la catégorie découverte d'une nouvelle autrice parce que pour le coup, vu que je n'avais absolument jamais entendu parler, c'était vraiment un livre que j'avais su au hasard, c'était vraiment une découverte. Quand je l'ai commencé au départ, j'ai commencé par être un peu déçue. Parce que... Enfin, pas immédiatement, je crois que les premières phrases m'ont rendue assez curieuse en fait. Je vais vous le lire. Voilà, donc Glasgow, mars-juin 2012. À cause de l'anxiété et de l'obscurité, de l'absence de repères, de la pluie, de la brûlure, des phares écarquillés sur les parkings, elle avait cru un instant que dans cette ville, différente en cela de tous les autres lieux du monde, les arcs-en-ciel étaient d'une seule couleur. Une courbe mauve néon liserée d'une bave blanchâtre chevauchait toute l'étendue de la nuit. C'est la première chose qu'elle avait vue à travers les fenêtres mouillées de l'autobus. Ou alors c'est pour dire « Bienvenue chez nous ». Il allume à chaque fois que la navette de l'aéroport dégorge une cargaison de passagers sur l'esplanade. Mais après il l'éteigne, ce qui expliquerait pourquoi, les soirs suivants, en errant dans les rues, il n'avait jamais retrouvé cette vision. Alors, au début j'étais déçue, avant que les chapitres suivants m'accrochent plus, parce que ce qui se passe, il y a 2 choses, c'est que c'est des histoires qui sont très différentes. Donc, suivant qui était le personnage principal sur le chapitre, j'ai plus ou moins bien aimé.
Et il se trouve que le premier chapitre, c'est celui qui m'a moins plu parce que c'était l'histoire qui m'a le moins intéressée, le personnage qui m'a le moins intéressée. Ensuite, il y a le style. Et le style, il est souvent assez oral et il change en fait, alors c'est pas forcément des changements extrêmement brutaux, mais il change à chaque chapitre. Donc le style change un peu pour raconter des histoires différentes. Et c'est dans le premier chapitre aussi qu'il m'a le moins convaincu. Voilà. Donc c'est assez oralisé par moments, c'est aussi assez expérimental par moments. Je sais qu'il y a un passage où on a un dialogue où en fait on n'a que ce que dit un des deux personnages, on n'a pas du tout ce que dit l'autre. Donc ça c'est dans le premier chapitre. Il y a aussi des passages où il y a une personne qui intervient et qui parle de l'histoire, qui parle des personnages, mais on a l'impression... Enfin, au début, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Est-ce que c'était une personne du récit qui parle de cet autre personnage? Et en fait, bon, au bout d'un moment, je crois avoir compris que... Oui, c'est ça, c'est que c'est l'autrice, en fait, qui parle de ses propres personnages. C'était assez intéressant, donc j'ai pas toujours été convaincue par tous les styles qu'elle a utilisés. Mais la plupart du temps c'était assez agréable à lire et j'ai pu le lire assez vite alors que c'était pareil, un gros livre, voilà, on s'approche des 400 pages, presque 400 pages. Alors la couverture, moi je l'aime pas du tout, mais la raison d'utiliser cette image c'est parce que en fait, donc, ce qui relie ces 5 femmes, donc elles ont toutes une relation avec une autre femme plus âgée qui a la même relation avec une femme plus âgée, mais aussi toutes elles sont reliées par cette peinture qui a été faite par Aloïse Corbaz, qui est qui fait comment s'appelle déjà, de l'art brut. Donc c'est une personne qui n'a aucune formation artistique et qui donc peint ses portraits notamment de femmes qui sont très imposantes. Voilà. Donc ça aussi, ça fait le lien entre toutes les histoires. À chaque fois, ce sont donc des femmes. L'autrice, je pense que c'est assez clair que l'autrice est féministe. Pour autant, je ne dirais pas que c'est un livre militant. Certaines des femmes sont engagées plus ou moins dans le féminisme, d'autres pas du tout. Elles ont des rapports, des histoires très différentes les unes des autres. C'est vraiment un livre, je trouve c'est intéressant de découvrir à chaque fois leurs histoires parce qu'à chaque fois c'est des sujets, des thématiques différentes, des époques différentes, des lieux différents. Ça se passe surtout en Suisse, en Italie, donc le premier ça se passe à Glasgow, mais c'est une jeune Suisse je crois qui déménage. Je ne vais pas trop vous en dire sur les thèmes parce que je pense que ça peut-être vous gâcherait un peu le plaisir de lecture. Si vous décidez de lire ce livre, qui ne va pas être... je pense que la maison d'édition, la édition d'en bas, je pense que c'est une maison d'édition suisse. Je sais pas si c'est des livres qui sont faciles à trouver, puisque moi je l'ai eu du coup de seconde main. Mais voilà, si vous pensez que ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir la 4e de couverture. Et ceci dit, je suis pas sûre que... Non, je crois que ça vous dira pas beaucoup plus. Et n'hésitez pas à lire, j'ai trouvé vraiment qu'il était très intéressant. Même si, voilà, des passages, des chapitres qui m'ont plus ou moins plu. On passe ensuite à une lecture qui m'a un peu... Pareil, au début de la lecture, j'étais pas très convaincue et j'avais peur d'être déçue. C'est Au-delà des illusions de Duong Chi-Wang. Prononciation évidemment tout à fait incorrecte. J'ai écouté la façon de prononcer son nom et je suis absolument incapable de répéter ça. C'est le 2e livre que je lis de Duong Chi-Wang. J'avais lu Sanctuaire du cœur de cette autrice. Et c'est un livre que j'avais globalement pas mal aimé. C'était vraiment une grosse brique. J'avais aimé, ça parlait, le personnage principal était un jeune homme qui, on ne sait pas pourquoi au départ, mais ça nous est révélé au fur et à mesure, va se prostituer. Et au début du livre, en fait, il se met à vivre en couple avec une de des femmes qui le payait, qui est donc une femme d'affaires plus riche, parce que du coup il se prostitue auprès de femmes.
Et donc petit à petit on a son histoire et comment il en est arrivé à la prostitution, et aussi donc son histoire avec cette femme. Et j'avais bien aimé, j'avais trouvé que c'était vraiment très bien écrit. C'était hyper intéressant. Par contre, j'étais restée sur ma faim parce qu'au moment où ça s'arrête, j'avais l'impression que ça s'arrêtait un peu avant la résolution. Là, c'est pas la fin qui m'a posé problème, c'était le début. Malgré le fait que la première phrase est peut-être une de mes premières phrases préférées de tous les temps. Je l'ai lue, je me suis dit, ah, je vais aimer, je pense. La première phrase, c'est « La femme se demande comment ai-je pu l'aimer à ce point ?» Voilà. Et donc, la quatrième de couverture nous dit que c'est l'histoire de Lynn, qui, en fait, va se retrouver désenchantée parce qu'elle est tombée amoureuse d'un homme très engagé, d'un intellectuel, et qui est journaliste. Et elle se rend compte en fait qu'il s'est compromis en écrivant ce qu'on lui demandait d'écrire. Donc ça se passe, j'ai complètement oublié de le préciser, mais c'est un livre vietnamien qui se passe au Vietnam. Dans les années 80 je crois. En tout cas oui, il a été publié dans les années 80, donc je pense que ça se passe dans les années 80. Et donc c'est la désillusion totale et elle ne peut plus aimer cet homme. En réalité ce livre ce n'est pas que son histoire, c'est aussi l'histoire de son époux. Donc on a vraiment leur histoire. Je sais pas pourquoi dans la quatrième couverture il parle que d'elle, parce qu'on a vraiment les deux. Lui il s'appelle Nguyen. Voilà, pareil, prononciation des noms des personnages, je peux pas faire mieux que ça. Et donc on commence quand même avec Lynn. Et c'est un personnage qui au départ m'a fortement déplu. Parce que elle est vraiment décrite un peu comme une femme enfant. Et moi la figure de la femme enfant c'est une figure que je n'aime pas du tout en littérature. Déjà parce que souvent je trouve pas ça très crédible. En tout cas moi je n'ai jamais rencontré des femmes qui sont comme ça. J'ai souvent l'impression que c'est un peu un fantasme masculin en plus assez dérangeant, ce truc d'une femme qui est désirable parce qu'elle ressemble et se comporte comme une enfant. Je trouve ça quand même hyper arrangeant. Et il y avait aussi ce truc où toutes les jeunes femmes étaient un peu présentées comme vulgaires, mauvaises, sans qualité. Et Lynn était la seule un peu qui se place au-dessus des autres, donc elle n'est pas comme les autres femmes. Et j'avais un peu du mal à déterminer si c'était juste ça représente plus le point de vue du personnage ou c'était vraiment la façon de penser de l'autrice. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a une narration à la troisième personne plutôt. Une narration à la troisième personne, mais on suit quand même un peu le point de vue des personnages. Et ça c'est très intéressant parce que, alors, le fait est que non, effectivement, c'est bien le point de vue des personnages sur Lynn, et pas Lynn en elle-même, parce que notamment on va à un moment suivre un autre personnage féminin qui était au départ présenté d'une façon très dépréciative, et en fait on se rend compte que non, enfin le portrait devient beaucoup plus nuancé. Certes elle a des défauts mais elle a aussi des qualités, enfin voilà, donc mes inquiétudes n'étaient pas fondées. Et même si effectivement j'ai pas trop aimé le personnage de Lynn, ça arrive, c'est comme ça. Voilà, j'ai pas trop aimé parce qu'elle est vraiment sur on la suit un peu dans ses amours et ses déconvenues amoureuses, et moi c'est pas forcément ce qui me passionnait le plus. Finalement j'ai préféré suivre l'histoire de son mari, mais on suit aussi d'autres personnages, donc au fur et à mesure on a vraiment on passe vraiment d'un personnage à l'autre, c'est très intéressant, c'est très bien fait. Et donc Yu-Hong, elle a vraiment un grand talent parce qu'on va vraiment au fur et à mesure en fait avoir les points de vue de plusieurs personnages, et notamment donc de Lynn et de Nguyen. Et quand on est du côté du point de vue de Lynn, bah, on se retrouve assez en accord avec elle. Quand on a Nguyen, finalement on le comprend aussi. Et au fur et à mesure en fait on n'arrive plus trop
on n'arrive plus à décider, on a l'impression qu'aucun des deux n'a vraiment raison, aucun des deux n'a vraiment tort, que finalement c'est très complexe, et je trouve que c'est ça qui est vraiment génial avec ce livre, c'est que c'est vraiment extrêmement nuancé, c'est vraiment extrêmement complexe. Plus ça avance et moins on arrive à avoir des avis tranchés. Donc les deux thèmes principaux pour moi de ce livre, c'est l'amour et les valeurs, mais dans vraiment le complexe de cette période historique, de cette réalité qui n'est pas forcément toujours facile. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une dictature. Et c'est pas l'amour désincarné, c'est vraiment comment chaque personne vit le sentiment amoureux, comment elle a cette expérience d'aimer une autre personne, dans quelles conditions cet amour est aussi possible et peut continuer. Donc là, pour Lynn par exemple, le fait que Nguyen trahisse ses valeurs, elle ne peut pas continuer à l'aimer. Et donc il y a aussi toutes ces valeurs, donc les personnages sont des personnages qui croient en des valeurs très élevées, enfin, comment dire ça. Oui, la justice, l'égalité, enfin, il y a un côté très communiste, on y croit en des valeurs assez communistes, et en fait, et vraiment rendre le monde meilleur, changer le monde pour le meilleur. Et en fait, ils se retrouvent confrontés à la réalité qui fait que on ne peut pas toujours appliquer ces valeurs, ou en tout cas si on le fait, ça n'a pas forcément un impact, ça ne sert pas forcément à quelque chose. Il y a aussi le fait que est-ce que on suit ces valeurs jusqu'au bout, même si ça blesse en fait les gens de notre entourage qu'on est censé aimer, qu'on est censé protéger, alors qu'en plus si on fait ça, ça n'a pas forcément le moindre impact sur le monde. Et puis à la fois, donc c'est surtout le personnage de Nguyen qui se retrouve face à ces difficultés, et donc il y a les choix que l'on fait, est-ce qu'on reste fidèle à ses valeurs ou non. Et si finalement on se dit que ça sert à rien de rester fidèle à ses valeurs parce qu'on n'arrive pas à impulser un changement, est-ce qu'à un moment on va pas se retrouver à non seulement ne pas être impuissant, mais à se retrouver vraiment complice et à se retrouver à participer à ces choses qu'on dénonçait autrefois. Je suis assez brouillonne, j'ai l'impression, mais c'est vraiment un excellent livre. J'ai vraiment ressenti que l'autrice était très engagée, qu'elle avait vraiment une vision, mais qu'à la fois elle nous laisse complètement libre. C'est un livre qui est très nuancé, qui montre beaucoup de points de vue, qui montre vraiment, je trouve, le monde dans toute sa complexité et parfois sa médiocrité. Vraiment, beaucoup de personnages sont finalement assez médiocres, comme dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Beaucoup de gens sont moyens, quoi, si je peux dire ça comme ça. Et vous pouvez voir que j'ai mis beaucoup de... ce que je fais pas habituellement quand je lis des romans, parce que en général j'apprécie juste ma lecture ou pas. Et là en fait c'est vraiment un livre qui m'a donné envie de l'étudier, de le décortiquer, de l'analyser, ce qui est assez rare. Et je trouve que vraiment l'autrice nous laisse libre de nous faire notre propre opinion, même si on sent vraiment, je sais pas, on sent la personnalité de l'autrice derrière, mais à la fois on ne sait pas exactement quel est son message. Est-ce que si elle a un message, moi j'ai l'impression que oui, mais peut-être c'est juste moi. Et donc on a une grande liberté de compréhension, d'interprétation, on a des personnages qui sont très nuancés, des situations qui sont très nuancées. J'ai adoré les thèmes, alors que pour le coup l'amour c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, mais là la façon dont c'est traité, c'est très bien traité. Voilà, j'ai adoré, excellent, je sais pas quoi dire de plus, j'ai l'impression que c'est déjà très très brouillon et que je sais pas forcément... je sais pas si je vous ai donné envie. Antastasia a fait une vidéo sur ce livre. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce que vu que j'avais déjà lu cette autrice, que j'avais déjà aimé, quand j'ai vu le livre d'occasion, je me suis dit allez, je le prends. Je vous mettrai le lien vers sa vidéo parce qu'elle lui a consacré toute une vidéo. Donc ça c'est le 4e livre que j'ai lu, qui rentrait donc dans la catégorie autrice étrangère. Mais toutes en fait sont des autrices étrangères. Je n'ai lu que des autrices étrangères pour le coup. Mais voilà, elle ce n'était pas une découverte puisque je l'avais déjà lu. Restaient 2 catégories, donc, et le dernier livre correspond à ces 2 catégories. Donc il y avait non-fiction et lire
en langue étrangère. Je refilme cette dernière partie sur le dernier livre que j'ai lu pour le littératon féminin parce que j'ai fait n'importe quoi à la vidéo, enfin j'ai dit n'importe quoi à la vidéo précédente. C'est pas facile de parler d'un essai. Donc pour la non-fiction, la catégorie non-fiction et aussi pour la catégorie livre en langue étrangère, j'ai lu Sister Outsider d'Audre Lorde. C'est un livre que j'avais déjà commencé en mai, que je n'avais pas pu finir, j'avais pas eu le temps de le finir et en plus je le lisais en PDF sur ordinateur, ce qui n'est pas du tout agréable. Et donc là je me l'étais procuré de seconde main en anglais. En français je crois qu'il est difficilement trouvable. Et donc je m'y suis replongée parce que j'avais très envie de finir ce livre. J'ai même relu ce que j'avais déjà lu. Parce que voilà, mais ça commençait à dater un peu. Donc c'est un recueil d'articles qui a été publié dans les années 80. Audre Lorde, c'est donc une féministe, aussi une militante lesbienne et antiraciste. Donc elle a vraiment été de beaucoup de combats de l'époque, qui sont encore des combats à notre époque d'ailleurs, des luttes de notre époque. Mais c'est avant tout une poétesse. C'est ce qui lui importe le plus d'ailleurs, hein, elle le dit, elle n'est pas essayiste, elle est poétesse. Et ça se ressent vraiment dans ses essais. Elle a une écriture qui est extrêmement originale, extrêmement intéressante, très percutante aussi, elle a vraiment le sens de la formule. Et bon, comme toujours, je ne suis pas forcément d'accord avec tout, je ne suis pas forcément convaincue par tous ses arguments, tout ce qu'elle dit. Mais déjà, je la trouve extrêmement passionnante. Je pense aussi qu'elle n'est largement pas assez lue, même si elle est souvent citée, voilà, parce que c'est une afro-américaine, lesbienne, donc noire forcément. Donc voilà, elle est souvent citée, c'est un peu l'exemple qu'on prend souvent pour le féminisme intersectionnel, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas tellement lue. Et c'est très dommage parce qu'elle a une pensée qui est très originale, elle a une écriture qui est superbe et elle a vraiment des expériences qu'elle nous partage et qui sont passionnantes. Voilà, de quoi elle parle dans ses essais? Elle parle de beaucoup de choses. Elle parle de colère, elle parle de poésie, elle parle d'érotisme. Elle parle aussi du sexisme dans les milieux militants afro-américains. Elle parle de lesbophobie et de racisme dans les milieux féministes. Elle partage son expérience. Des fois, elle est un peu plus théorique. Des fois, elle partage aussi, ça commence avec son voyage en URSS, donc elle parle aussi de ses voyages, de ses rencontres, du fait d'être mère, parce que elle est mère de 2 enfants, un fils et une fille. Dans ce qui m'a le plus plu, il y a donc trois de ces articles. The Transformation of Silence into Language and Action. Celui-là, il est pas mal cité en général parce que elle dit dans cet essai, c'est dans cet essai-là qu'elle dit votre silence ne vous protégera pas. En fait, elle apprend qu'elle a un cancer du sein qui risque de la tuer et elle fait un peu un retour sur sa vie et elle se rend compte que ce qu'elle regrette le plus, c'est toutes les fois où elle n'a pas parlé par peur. Et donc elle dit vous avez peur, c'est normal d'avoir peur, oui on peut être puni pour oser parler, mais votre silence ne vous protégera pas. Voilà. Donc c'est un article qui est assez court, qui est excellent. Si vous arrivez à le trouver en ligne, n'hésitez pas à le lire. J'ai aussi beaucoup aimé l'article Man-Child, où elle parle de son fils et de sa relation avec son fils et de toutes ses réflexions par rapport au fait d'être une mère féministe et d'une mère lesbienne, d'un garçon qui va grandir pour être un homme, parce que comme elle le dit bien, nos fils ne grandiront pas pour être des femmes, ne deviendront pas des femmes. Voilà. Bon, elle a des formules bien sûr beaucoup plus percutantes que ça. Mais ça m'a beaucoup touchée. En fait, je me rends compte que de plus en plus, je suis assez touchée par les mères qui parlent de leur relation avec leurs enfants, surtout quand elles sont aussi intéressantes qu'Audre Lorde, et aussi quand elles ont des expériences de la maternité qui sont un peu différentes de la norme. Elle, en l'occurrence, certes, elle a eu
ses 2 enfants avec un homme, mais elle les a élevés avec une femme, en vivant en couple avec une femme, donc ça années 80, 90 ou 70. Enfin bref. Donc c'est évidemment une expérience assez différente de la norme. Et voilà, j'ai trouvé ça extrêmement touchant et intéressant. Et enfin, celui qui m'a aussi énormément marqué, et j'ai partagé des extraits sur Instagram parce que vraiment quand je le lisais, j'étais là à dire faut que d'autres personnes le lisent, c'est incroyable, c'est extrêmement aussi choquant et violent parfois. Donc c'est cet entretien avec Adrienne Rich, qui est une autre féministe, qui est aussi lesbienne mais qui elle est blanche. Et donc elles échangent sur leurs idées, sur leurs expériences, sur leurs différences. Et voilà, et elles couvrent énormément de sujets, c'est 2 femmes qui sont passionnantes. J'aimerais du coup lire maintenant Adrienne Rich. J'aimerais aussi lire la poésie d'Audre Lorde parce que j'ai été beaucoup touchée par son écriture, j'ai beaucoup aimé son style, donc il y a des chances que j'aime sa poésie. En plus, voilà, juste je le dis comme ça pour celles que ça pourrait intéresser, il y a la maison Les Prouesses a publié récemment un recueil de ses poèmes. Donc pour celles qui ne lisent pas anglais, il y a de cette poésie qui est accessible en français. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça extrêmement stimulant intellectuellement parce que c'était pas juste je suis d'accord, je suis pas d'accord, elle me faisait vraiment réfléchir, j'ai appris des choses, ça m'a fait reconsidérer certaines choses, c'était très intéressant. Il y a par contre certains essais, certains passages qui m'ont moins convaincue. L'article qui m'a moins convaincue, je pense que c'était sur l'érotisme, parce qu'en fait, elle désigne tellement de choses par ce mot érotique que finalement, je trouve que ça n'a plus de sens, c'est beaucoup trop flou, c'est beaucoup trop vague. Et donc, finalement, on se dit que ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi, et ça n'apporte pas. Voilà, je trouve qu'en termes de réflexion, c'était pas du coup très pertinent et très intéressant. Je suis aussi pas. En tout cas, ça ne marche pas pour moi, tout ce qui est allégorie. Parfois, elle fait des allégories sur un peu des choses qui sont en nous et elle va en parler sous une forme allégorique. Moi, ça ne me convient pas, je trouve pas toujours ça très pertinent, en tout cas, ça ne me touche pas. Mais voilà, passionnant. J'ai adoré, j'ai très bien fait de le reprendre, une excellente lecture. Et voilà, je continuerai à lire Audre Lorde et j'ai très envie de lire Adrienne Rich. Voilà, c'est tout. Je vous laisse. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère revenir assez prochainement. Et n'hésitez pas à partager en commentaire sur YouTube ou sur Instagram si vous avez lu certains de ces livres, si vous avez aimé, si vous intéresse, si vous n'avez pas le même avis que moi. Si vous avez participé au littératon féminin aussi, ce que vous avez lu. Bref, je vous laisse. Bonne journée.